et demi, j'avais fait une présentation lors de la journée pro, sur déjà les problématiques de passage de changement à de transformation, tout ce que ça impliquait pour l'architecte qui devait devenir plus un facilitateur, savoir jouer dans les jeux politiques, avoir, une communication, qui soit au niveau des attentes et ainsi de suite. Et bah, depuis, il y a eu quoi? Il y a une petite crise sanitaire par-dessus et en plus, ça a secoué encore plus le cocotier. Donc, ce qui se passe, c'est que, à votre avis, dans quel monde on vit actuellement? Si vous avez des petites, remarques sur le sujet. On voit des vaccins, on voit des scènes de guerre, on voit une économie qui s'en prend plein la figure et ainsi de suite. Et on a, la révolution digitale ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Et comme vous le savez, cet élément-là correspond à un terme que vous connaissez, sûrement la plupart d'entre vous assez bien, ce qu'on appelle le VUCA ou le VICA en français. Le VUCA, ça a été vulgarisé pas mal dans le domaine de l'informatique par, tout ce qui est autour de l'agile, mais pour rendre à César ce qui lui appartient, ça vient du monde du leadership. Ça a été créé comme expression par Warren Bennis vers 86-87, quand l'empire soviétique est en train de s'écrouler. Donc nous sortions de 40 ans de certitude de mode de fonctionnement avec 2 blocs qui se tapaient sur la figure l'un avec l'autre et hop, un monde qui devient de plus en plus compliqué, de plus en plus volatile, incertain et ainsi de suite. Et ben là, grâce à la magnifique crise sanitaire que nous vivons, on est dans un super VUCA. Ce monde de super VUCA qui nous challenge un maximum et ce monde super VUCA nous demande de nous poser des questions sur un élément fondamental, c'est comment on va se débrouiller nous, en tant qu'être humain et en tant qu'architecte en particulier, mais déjà en tant qu'être humain. Et cette manière de nous présenter au monde va s'appuyer sur un concept qui s'appelle le leadership. Qu'est-ce que vous c'est pour vous le leadership? Le leadership, fondamentalement, ça consiste à se déployer soi, notre soi à nous, et s'ajuster au contexte pour créer des résultats qui ont de l'importance. Donc ça, c'est la définition que je vais utiliser du leadership. Alors, on va utiliser beaucoup de qualités, c'est-à-dire que faire des choses qui inspirent les autres, créer du lien, créer de la vision, enfin tout un tas de choses comme ça, qui sont en fait sont des résultats, qui sont des qualités que l'on obtient sur la base de cette définition de leadership. C'est comment je m'inscris dans les circonstances du monde pour créer quelque chose qui a de l'importance sur le monde. Eh bien, le leadership, ça se dé c'est pas qu'il y a pas des gens qui sont nés leaders et d'autres qui ne sont pas nés. Le leadership, ça s'acquiert et ça s'acquiert quand on est tout petit. Le leadership, c'est très important. Juste une petite importance, du leadership, un petit rappel, 40 de la performance business d'une entreprise est directement liée à l'efficacité du leadership de, heu, de son équipe de dirigeants au sens étendu du terme. C'est-à-dire que ça peut concerner toutes les personnes, que ce soit les formes des organisations. Et en plus, cette efficacité, c'est le seul avantage concurrentiel qui ne peut pas être copié. Donc ça tombe bien, c'est assez sympa par rapport à un brevet qui peut être pompé par, je ne sais quel concurrent qui vient d'un pays lointain. Donc ça, c'était fait, il y a des éléments statistiques, scientifiques qui ont été faits sur le sujet depuis, les 20 dernières années. Donc cette efficacité qui se calcule avec un certain nombre de facteurs, un indice de performance et fonction de les 6 facteurs qui sont identifiés ici. Le leadership, il s'appuie sur 4 promesses fondamentales. La première promesse fondamentale du leadership, c'est de donner un sens et une direction. Donc du sens au travail, par tous et pour tous. Une deuxième promesse du leadership, c'est de donner de la responsabilité et de l'engagement. Donc être capable de permettre à tous les acteurs de s'engager et d'être responsables de leur propre performance. Donc là, j'utilise le mot performance, non pas au sens financier ou quoi que ce soit, mais au sens du bon vieux français, du Moyen Âge performare, qui veut dire accomplissement. Le troisième promesse du leadership, c'est être capable de se concentrer sur les priorités et d'exécuter en fonction de ces priorités. Donc s'assurer que l'ensemble des processus, des systèmes nous permettent de nous focaliser sur ce qui a de l'importance. Et le quatrième élément, c'est en conjonction de tous ces éléments-là et en amenant un élément complémentaire, identifier ce que c'est qu'une efficacité au sens du leadership, c'est-à-dire que ça amène les résultats globaux et ces résultats se comprennent de plus en plus de manière collective. Donc ça, ce sont les 4 promesses universelles qu'on entend depuis très longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années sur qu'est-ce qui est attendu du leadership. Bon, la partie collective est beaucoup plus récente. Avant, on avait le leader puis les gens qui suivaient. Maintenant, on est dans une vision beaucoup plus, collective des choses. Donc en tant qu'architecte d'entreprise, on peut se poser un certain nombre de questions. On peut se demander c'est quoi notre style de leadership?
puisqu'on doit être facilitateur, voire développeur de multiples compétences autour de nous, mentors et autres. Quelle est notre efficacité actuelle et comment est-ce qu'on mesure cette efficacité? Puis après, on peut se poser des questions sur pourquoi je ne suis pas plus efficace? Qu'est-ce qui me freine? Et qu'est-ce qui me freine en tant qu'individu ou qu'est-ce qui me freine en tant que membre d'une équipe, membre d'un collectif? Et où est-ce que je dois mettre l'accent pour pouvoir générer le changement souhaité si je souhaite changer, bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut s'aligner en tant que collectif sur le comment, les manières de pouvoir utiliser ce que nous voulons guider en tant qu'architecte. Comment nous pouvons être cet agrégateur de vision, agrégateur de contenu. Alors ce que dit monsieur Jung, c'est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'on a une conscience? Alors je ne parle pas de la conscience au sens philosophique du terme, mais au sens plutôt neuroscientifique. Notre conscience, en fait, l'avantage d'avoir une conscience, c'est que si on n'a pas de conscience, les choses se passent moins bien. Si on n'est pas conscient de ce que nous faisons à un instant T ou de comment nous avons agi dans les instants précédents, ça se passe un peu moins bien. Par exemple, certaines personnes qui demandent à envahir le Capitole, qui ne sont pas forcément toujours conscients des impacts de leurs actions, on s'aperçoit que ça ne donne pas forcément des résultats super. Comment ça se passe entre nous, en termes individuels, en termes collectifs? On a une notion de jeu intérieur et on a une notion de jeu extérieur. Le jeu intérieur, c'est ce que nous avons en nous, individuellement et collectivement. Donc le jeu intérieur, il va concerner l'évolution de notre conscience individuelle, notre conscience collective. Et le jeu extérieur va consister à regarder nos compétences, comment nous allons les ressources, comment l'organisation en soi est efficace et nos propres compétences, en particulier en termes de leadership. Et vous trouvez un cadran issu de chez Ken Wilber, pour ceux qui connaissent Ken Wilber, la vision intégrale et autres. Et vous avez en haut tout ce qui est individuel et en bas tout ce qui est collectif. Donc de manière très classique, le jeu intérieur, on va se concerner ce qui est sur la gauche et le jeu extérieur va concerner ce qui est sur la droite. Et de manière classique dans les organisations, on s'intéresse surtout à la partie extérieure. Je vais changer les organigrammes, donc c'est la zone numéro 4. Je vais définir des process, je vais définir des politiques, et ainsi de suite. Et d'un point de vue individuel, je vais faire acquérir des compétences, apprendre à faire de la prise de parole en public, je vais apprendre à savoir gérer du cloud, je vais apprendre à me former sur AWS, et ainsi de suite. Tout ça, c'est la partie extérieure. Et en fait, la source fondamentale de gestion correcte de l'efficacité, c'est d'abord le jeu intérieur. S'il n'y a pas de jeu intérieur, le jeu extérieur, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc c'est de ça que l'on va parler maintenant, c'est notre jeu intérieur et comment nous déployons notre jeu intérieur. Donc nous allons parler d'un développement qui s'appelle le développement vertical par rapport à un développement horizontal qui est plutôt j'acquiers de nouvelles compétences, je déploie de nouvelles manières de faire. Donc 4 éléments fondamentaux. Notre conscience, c'est une structure. La structure détermine la performance. Si vous avez une Twingo avec un moteur 1,1 litre Cléon, vous ne pourrez pas aller faire des rallyes ou aller sur une course de Formule 1. En revanche, si vous avez une Formule 1, c'est pas très facile d'aller faire les courses. Il n'y a pas de place dans le coffre et en plus, ça consomme 50 litres au 100 et ça use les pneus. Donc, en fonction de la performance que l'on veut atteindre, nous allons utiliser des structures différentes. Et dans l'être humain, nous avons une structure. Et notre structure, son système d'exploitation interne, ça s'appelle la conscience. Donc la conscience, je rappelle, au sens plutôt neuroscientifique du terme, ce dont nous sommes conscients à un instant donné. Et donc, pour atteindre un meilleur niveau de performance, il faut nous faire évoluer notre propre structure, notre jeu intérieur, personnel, individuel et collectif. Et comme je le disais tout à l'heure, ça commence tout petit en tant qu'architecte et en tant que personne, en tant qu'adulte, au sens général du terme. Donc tout petit, qu'est-ce qui se passe en tant que nouveau-né? Nous nous déployons et nous ne savons pas faire la différence entre moi et l'extérieur du monde. Ma maman, mes parents, tout l'environnement, en fait, c'est un prolongement de moi-même. Je le vois comme si j'étais moi-même. C'est le stade primaire, identité primaire au sens de ce que donnent les personnes comme Piaget, par exemple. Ensuite, à partir de 2h30, je commence à pouvoir développer des choses différentes. Je m'aperçois que le monde extérieur est un petit peu différent. En revanche, je suis le jouet de mes propres désirs et de mes propres impulsions. À l'âge de 5 ans, je développe un peu plus encore un certain nombre de capacités, mais je suis toujours mu par mes désirs et mes impulsions. Et je suis au stade dit magique. Je pense à un monde magique. Je pense que le Père Noël est capable de faire le tour de l'ensemble des cheminées en une seule nuit et d'amener les cadeaux à tous les enfants du monde. À partir de 8-9 ans, et ça se déploie encore un peu plus tard,
Je suis à un stade de moi-même où je comprends que, bah, c'est bien là, le stade magique, mais en fait, ça marche pas comme ça. Mais je suis mû par autre chose. Je suis mû par un rapport différent aux choses et cette partie de se concentrer sur mes propres intérêts et mes propres désirs. Cela se déploie encore un petit peu plus à l'adolescence, mais à l'adolescence, il y a quelque chose qui peut encore arriver. Il y a des nouvelles choses qui se passent en nous à l'adolescence. C'est-à-dire qu'on prend conscience de l'autre, non pas comme, quelque chose qui peut nous amener des choses, qui peut nous permettre d'aboutir à certaines choses, mais comme des consciences différentes et complémentaires que je peux incorporer dans ma vision de faire. C'est là que qu'on peut développer, par exemple, l'empathie et donc l'être humain, il se développe comme ça. Ça, ce Piaget nous a appris déjà il y a un certain nombre d'années, et Françoise Dolto aussi ont développé ces éléments-là et jusqu'à un certain temps, on pensait que c'était la seule manière de faire. Et qu'est-ce qui fait un enfant va se développer d'un stade à un autre? Bah, c'est en fait, il va sentir une certaine frustration. Typiquement, je vois les autres autour de moi qui sont capables de marcher, mais moi je ne suis pas capable de marcher. Donc, nous sentons des limites dans notre manière actuelle de connaître le monde et nous avons envie de développer des nouvelles choses. Et donc ces nouvelles choses, c'est ce qu'on appelle le conflit optimal. Je veux faire des nouvelles choses, je ne suis pas capable de le faire actuellement, donc je vais développer ces choses-là. Il faut savoir qu'un enfant, quand il veut commencer à marcher, il va essayer jusqu'à 5000 fois. Combien d'entre nous avons essayé 5000 fois de refaire une tâche que nous ne savons pas faire actuellement jusqu'à ce que ça marche? Donc il est motivé et à chaque moment où, la conscience se développe, nous allons prendre du recul sur qui je suis, qu'est-ce qu'est le monde, en quoi il est différent de moi, c'est quoi mon rapport avec le monde, c'est quoi leurs difficultés et les différentes, interactions que j'ai avec le monde, comment je vais interagir de manière de plus en plus sophistiquée et comment je vais être capable d'être de plus en plus efficace dans la manière dont je vais opérer. Donc à chaque fois qu'il y a un stade de développement de la conscience, il y a ça qui se passe. Eh bien quand je suis adulte, il y a 40 ans, on se disait: «Bah, c'est super, une fois que j'ai atteint mes 20 ans, ma complexité de l'esprit a atteint un certain niveau et puis, bah, basta quoi, je suis adulte tout le reste de ma vie et ça bouge pas quoi». Et en fait, il y a une quarantaine d'années, il y a des études qui ont été faites qui nous permettent, alors qu'on voit un nuage de points et on voit qu'il y a une grande différence des personnes en termes de la complexité de leur esprit. Et vous voyez que cette forme augmente légèrement avec l'âge. Ça ne veut pas dire que parce qu'on quand on devient plus âgé, on devient moins con. Comme dirait notre ami Brassens: «Quand on est con, on est con». La question n'est pas là, c'est que quand on veut s développer la complexité de notre esprit, bah, ça prend du temps. Comme quand on est enfant, apprendre à marcher, ça prend un certain temps et chaque niveau d'évolution de la conscience quand on est enfant prend de plus en plus de temps. Eh bien, quand on est adulte, on a le même genre de phénomène, mais qui prend aussi de plus en plus de temps pour passer d'un stade à un autre. Et ce qui fait qu'à un âge particulier, si je prends l'âge de 30 ans qui est là, bah, en fait, j'ai une très grande disparité de personnes en termes de développement, parce qu'il y en a qui se sont pris beaucoup plus tôt que d'autres. Il y en a qui ne le développeront pas du tout, parce qu'ils ne sont pas confrontés à un conflit optimal qui les pousse à se développer. Comment ça se passe pour les adultes? Et donc pour nous, en tant qu'architectes, si je prends l'axe des temps et l'axe de la complexité de l'esprit, je vais avoir une courbe qui va ressembler à ça. Il y a des éléments où on va être à un stade bien particulier, puis il y a des moments où on va se retrouver à cheval entre deux stades où nous sommes en train de développer de nouvelles choses, où on sent qu'on se cogne au mur dans le stade de conscience dans lequel on se trouve et qu'on va chercher à développer des nouvelles capacités. Donc là je parle de développement vertical. Le premier stade, ce qu'on appelle l'étape 3, parce que chez Robert Keegan, il y en a 3 autres, avant. L'étape 0, donc c'est, quand je suis nouveau-né, que je ne vois pas la différence avec le monde. L'étape 1, c'est quand je pense à la pensée magique et l'étape 2, c'est quand, je suis autour de ce qu'on appelle le moi souverain. Je suis le centre du monde et je développe de nouvelles choses et les autres, pour moi, sont des éléments que je vais pouvoir utiliser. Il y en a encore plein mal des adultes qui sont encore comme ça. Mais dans l'étape 3, ce que Robert Keegan, qui est le premier à avoir, travaillé sur ce sujet dans la foulée de Piaget, appelle l'esprit socialisé. Dans l'esprit socialisé, c'est à partir de l'adolescence, je suis capable de me mettre un peu dans la peau de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il peut ressentir et qu'est-ce qu'il va pouvoir penser de moi et ainsi de suite. Et donc, l'esprit socialisé, quand je vais arriver dans la vie active, quand je vais finir mes études, ça va être comment je crée ma propre cohérence en m'alignant sur ce que les autres attendent de moi, ce qu'attend ma famille, ce qu'attend ma religion, ce qu'attend la société dans laquelle je trouve. Donc toutes les attentes extérieures et l'immense majorité des adultes est encore à ce stade-là parce que il n'a pas forcément besoin
de développer une complexité autre, parce que c'est pas forcément confortable de développer, notre complexité d'esprit à un stade plus évolué. Ça peut être très inconfortable. Donc si on n'est pas challengé un maximum, qu'on n'en a pas besoin, bah, la plupart des personnes vont pas forcément vouloir le développer. L'étape 4, ce qu'on appelle l'autodétermination. L'autodétermination, c'est je suis auteur de ma propre vie. Je suis plus, ma cohérence n'est plus en fonction de ce que les autres attendent de moi. Elle se fait en fonction de mon propre agenda, fonction de mon propre jugement. Alors très classiquement, c'est ce qu'on appelle chez Jung, le processus d'individuation. C'est ce qu'on a appelé, la crise de la quarantaine, enfin plein de trucs de possibles imaginables, qui est, à un moment donné, je peux me sentir secoué suffisamment et je vais vouloir définir ma propre boussole. Une étape au-dessus, ensuite, ce qu'on appelle l'esprit autotransformateur. C'est être capable de vivre avec les multiples contradictions que je porte en moi. C'est qu'il y a une part de moi que j'ai du mal à reconnaître quand je suis en autodétermination. Par exemple, j'ai une part de moi qui peut être autoritaire, qui peut être dans la compétition, qui peut être ci, qui peut être ça et j'ai du mal à vouloir la reconnaître. Dans l'étape numéro 5, en fait, on va vouloir se développer et assumer ses propres contradictions, ses propres incohérences et en les dépassant. C'est-à-dire que je suis moi, moi entier, j'ai tout ça en moi. Donc ça, c'est les étapes standards, du développement d'adulte telles qu'en particulier Robert Keegan, il y a un seul bouquin de Keegan qui est en français, qui s'appelle «L'immunothérapie du changement». Je vous ai mis une petite biographie à la fin que vous pourrez lire à tête reposée comme disait Louis XVI. Et Robert Keegan a été le premier à avoir fait, une thèse autour de ces choses-là. Il a ensuite développé une chaire de psychologie du développement à Harvard et il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis et qui ont été, cliniquement, fortement, observées et corrélées et maintenant nous avons, des centaines de milliers de retours chiffrés sur le développement des personnes qui nous permet d'en savoir un peu plus. Donc, mais comment ça se passe en termes de leadership? Et en fait, en termes de leadership, je me développe de la même manière. C'est-à-dire qu'à chaque stade potentiel de développement en tant qu'adulte, je peux développer des nouvelles capacités de leadership qui sont différentes. Donc, au stade dit égocentrique, avec le moi souverain, celui que je développe à partir de 8-9 ans, qui continue à bien se développer pendant l'adolescence, je suis centré sur moi. Toute ressemblance avec un ancien président américain serait absolument peu fortuit. Ensuite, le stade que j'ai au-dessus, c'est le stade qui est, en termes de leadership, qui est le stade dit réactif. Donc le stade réactif va correspondre à mon moi socialisé. C'est réactif, non pas au sens je réagis, mais je suis en réaction par rapport aux attentes des autres et je me construis en réaction aux attentes des autres. Ensuite, au niveau de mon leadership, je vais pouvoir me décrire en termes de créatif, non pas que je suis quelqu'un qui va être créé au sens faire des dessins et ainsi de suite. Mais en tant que créateur de ma propre vie, j'ai ma propre boussole qui correspond à mon soi auteur, mon soi d'autodétermination. J'ai un stade dit intégral, c'est-à-dire c'est le stade où je m'accepte moi-même sous l'ensemble de mes propres contradictions. Puis après, il y a un autre stade qui s'appelle l'unitif, qui est entre un stade et un état, qui correspond à ce que, par exemple, les bouddhistes appellent l'état d'éveil et ainsi de suite, qui correspondent à je comprends que je suis une vague dans l'océan, que nous sommes tous des vagues dans l'océan et tous les vagues du même océan. C'est ce que disent les bouddhistes. Et en termes de répartition des adultes dans le monde et des leaders dans le monde, parce que déjà potentiellement nous pouvons tous être leaders de notre propre vie et en plus en tant qu'architecte, nous pouvons nous développer en tant que leader. Donc ça, c'est une base de données qui vient du système de R&D que j'utilise et qui est développé en R&D depuis 20 ans, avec une base de données qui s'est enrichie dans le temps, qui compte à peu près 400 000 personnes actuellement. Donc sur ces 400 000 personnes, il n'y a pas de différence statistique entre les leaders, en particulier les dirigeants, et la moyenne des adultes. Je ne sais pas si c'est un mythe que je détruis ici, mais en tout cas, c'est important de le savoir. Il y a 5% des gens qui sont encore au stade égocentrique dans les leaders du monde. On a beaucoup de dirigeants de planète sur cette planète qui le sont. Hein. Il suffit de prendre les Poutine, Bolsonaro, Trump et autres, ils sont tous encore à ce stade-là, voire même en dessous. Au niveau réactif, dans le moi socialisé, 70% de la population adulte du monde, et donc 70% des leaders, sont dans ce stade-là, ou en transition du stade réactif au stade créatif. Mais ils opèrent plutôt encore sous le stade réactif. Le stade créatif, on trouve 20% de la population dans ce stade-là. Et on voit qu'il y a des évolutions parce que les statistiques ont montré qu'il y a 10 ans, c'était à peu près 15%. Le stade intégral, il n'y en reste plus beaucoup, hein. Il y a 5%.
Alors le stade Unity, j'en parle même pas. Il y a quasiment aucun leader dans le monde. Donc c'est là où on va trouver les Mère Teresa, le Dalai Lama, des personnes comme ça. Malheureusement, il n'y en a pas suffisamment pour que l'on retrouve ces éléments-là dans nos leaders à titre de manière suffisante. Donc voilà comment ça se passe pour chacun d'entre nous en tant que personne. Donc moi, en tant qu'architecte, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir éventuellement comme niveau de leadership, d'où je pars et qu'est-ce que ça me permet de faire. Alors ce qui est important, c'est que plus on est à un stade de développement, plus nous sommes efficaces. Statistiquement, sur les 400 000 personnes, on s'aperçoit que le niveau d'efficacité au stade réactif est en moyenne à 40 et à 65 au niveau créatif et à 90 au niveau intégral. Donc ça, on dit c'est sympa. Et qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir passer et pouvoir me développer? Donc, ce que dit Robert Keegan, c'est que quand nous percevons que le monde est trop complexe, ce qui est le cas de beaucoup de personnes en ce moment avec la crise sanitaire que nous avons, c'était déjà pas mal avant, mais là, ça nous bouscule encore plus. Quand je vois ce décalage de complexité, en fait, j'ai deux manières de réduire ce décalage. Soit je réduis la complexité du monde. Donc, par exemple, je vais me mettre dans une lamasserie au fin fond du Tibet ou dans un couvent quelque part, ou j'augmente ma propre complexité de mon esprit. Et c'est ma manière de pouvoir m'adapter au monde. Si je reprends en termes de développement, en fonction du contexte de complexité auquel je fais face et ma propre complexité personnelle, je peux me retrouver à un moment donné où le monde est à un certain niveau de complexité et il va demander à moi d'être capable de faire face à cette complexité. Mais moi, je suis peut-être pas forcément déjà développé à ce niveau de complexité et j'ai donc un défi de développement qui me concerne moi et qui peut concerner aussi le collectif. Et donc pour ça, je vais pouvoir utiliser un outil. Alors l'outil que je présente ici, c'est celui que j'utilise moi en termes de développement de leadership des personnes et qui s'appelle le Leadership Circle Profile. Cet outil va me permettre de travailler sur deux structures de l'esprit. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez les slides. En fait, j'ai une structure d'esprit où, en mode réactif, je vais voir tout ce qui est autour de moi principalement sous forme d'un problème. J'ai un problème, je vais réagir pour résoudre le problème et donc je vais avoir un comportement qui va me permettre de corriger le problème. Et puis quand le problème n'existe plus, hop, je souffle et je reviens à un mode de fonctionnement qui est différent. Et puis il y a un autre problème qui arrive ou le même problème réarrive et hop, et je réenchaîne. Donc en fait, mon objectif c'est maîtriser mon anxiété et je vais avoir une boucle oscillante qui va avoir lieu et cette boucle oscillante, c'est ça qui va me permettre de préserver mon identité. Quand je suis en mode créatif, je vais être tiré plutôt par une vision que par le problème. Et à cette vision, je vais amener une réponse et je vais tirer mon comportement par cette réponse. Et plus ma réponse va être en corrélation avec cette vision, plus ça va alimenter de nouvelles réponses et de nouveaux comportements qui vont être en corrélation. Donc ça va me permettre de libérer mon propre potentiel et d'avoir une boucle de croissance. Et c'est comme ça que je construis mon identité au sens créatif du terme. Mon identité, elle transporte dans toutes ces phases-là. Pierre, Yes. peut-être illustrer ce que tu appelles vision, là, Alors, vision, le why, par exemple. C'est quoi mon why personnel? Au CERS collectif, c'est le why de la raison d'être collective de notre développement, ensemble, en tant que collectif. Donc, c'est ça la vision. C'est ma vision, moi, typiquement, à titre personnel, ma vision, c'est pouvoir aider les personnes à écrire et jouer elles-mêmes leur propre partition de vie. C'est ma vision personnelle à moi. Et c'est ça qui me tire. Ça répond à la question, Michel? Ouais. Donc, au niveau créatif, en fait, nous avons 5 grandes dimensions et nous avons 2 polarités. Une polarité orientée sur la tâche, une polarité orientée sur la relation. Donc, ces 5 dimensions, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez les slides, mais d'abord, il y a une dimension sur la relation. Donc, créer des liens solides, construire des équipes et ainsi de suite. Nous avons une dimension sur la confiance de soi, quel équilibre j'ai dans ma vie, quel niveau de calme j'ai, qu'est-ce que je suis capable d'avoir en termes d'intelligence de mes émotions, est-ce que je suis capable d'apprendre sur moi. La dimension authenticité, c'est est-ce que j'ai le courage de dire des choses, même quand il y a des risques, et est-ce que je vis en conformité avec mes propres valeurs. La conscience des systèmes, celle-là va nous concerner beaucoup en tant qu'architecte d'entreprise. Comment je vois le monde en termes de performance durable, de vision systémique et de responsabilité sociétale. Et en termes de performance, c'est quand je suis capable d'obtenir des résultats, de prendre des décisions en fonction d'une vision et la pensée stratégique qui est associée. Donc ces 5 dimensions se déclinent en 18 sous-dimensions. On ne va pas rentrer dans le détail ici, ce n'est pas l'objectif. Et côté réactif, c'est la manière dont je me suis construit.
Nous sommes tous construits par là, donc on ne peut pas être créatif directement, on passe forcément par le réactif et c'est forcément quelque chose qui a lieu en nous et c'est important que ça ait encore lieu en nous. Parce que dans ma génération réactive, je vais avoir en tant qu'être humain, je suis un être social, je vais vouloir aller vers les autres. Si ça ne marche pas forcément, je vais peut-être aller contre les autres. Je vais m'inscrire plutôt dans le conflit, donc ce qu'on appelle le contrôle. Et sinon, si ça ne marche pas, ces différentes tactiques-là, je vais pouvoir avoir tendance à m'éloigner des autres. Je vais me mettre en protection. Donc quand je vais vers l'autre, je m'identifie à mes relations. Si vous m'aimez, moi je veux bien. Et ma peur principale, c'est la peur du rejet. Dans le contrôle, je m'identifie par ma capacité à avoir des résultats. Mais je suis mes résultats. C'est-à-dire que pour moi, je n'ai pas de valeur si je n'ai pas de résultats. Ça me définit. Et ma peur, c'est la peur de l'échec. Et quand je m'éloigne de l'autre, je m'identifie par mes compétences, ce que je sais, mon intelligence, ainsi de suite. Donc si je n'ai pas ces éléments-là, je n'ai pas de valeur. Et donc ma peur, c'est la peur de ne pas savoir. Et beaucoup d'experts, et moi je l'ai été beaucoup comme ça, peuvent se retrouver dans cette dimension-là. Donc ça, c'est la manière dont nous sommes construits et c'est le cycle par lequel nous passons. Tous, pas tous ceux qui arrivent à ce stade-là. Donc Trump, Bolsonaro ne sont pas encore là, eux. Ces dimensions créatives et réactives, ce sont celles qui nous permettent de nous grandir. Donc là, je vais le focaliser sur ces deux niveaux-là, qui sont, je vous le rappelle, c'est 95% de la population adulte. Il y a des personnes, bien sûr, qui sont au niveau intégral, et il y a des dimensions dans le créatif qui s'étendent dans l'intégral. Mais en fait, tout ça, le réactif, c'est super important parce que c'est nos racines, c'est là où on s'est construit et il y a une vraie valeur dedans. Il y a des vraies forces, des vrais dons. La conformité, en fait, qu'est-ce que je vais tenter de faire? Je vais tenter d'être aimé, de répondre aux attentes, d'approuver, accepter. Mais mes dons dedans, c'est que je suis fidèle à mes valeurs, je suis capable de donner de moi, je construis des collectivités et des organisations. Je suis capable de développer, si je m'y prends, si je les développe d'une certaine manière, de l'intelligence sociale et l'intelligence de l'émotion. Quand je suis dans le contrôle, où je vais chercher à exceller, je vais chercher à dominer, je vais chercher à gagner, mais en fait derrière j'ai des grands dons, c'est-à-dire que je suis capable d'améliorer les choses, tu es capable de prendre les personnes telles qu'elles sont, d'avoir des résultats qui sont exceptionnels, je suis persévérant, je suis capable d'avoir de l'intégrité et d'avoir des graines de visionnaire. Typiquement, un Steve Jobs, il a commencé comme ça, hein, Elon Musk et tous ces gens-là, ils sont comme ça, hein, fondamentalement, avant d'avoir des leaderships un petit peu plus créatifs. Quand je suis dans la protection, je vais en fait me sentir plutôt supérieur, je vais mettre de la distance émotionnelle pour ne pas se sentir envahi par l'autre. Je vais vouloir avoir raison, mais derrière, en fait, les dons qui sont derrière, c'est que je suis capable d'avoir du discernement, je suis capable d'avoir du détachement, je suis capable de ne pas nécessiter de reconnaissance. Et tout ça, c'est un terreau pour pouvoir développer de la bienveillance et du courage utile. Donc c'est pour ça que le réactif, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Au contraire, il faut le voir comme un socle, des racines qui, bien utilisées avec une perspective et une énergie différente, nous permet de développer le créatif, voire l'intégral au-dessus. Et donc, tout ça, on arrive au bout de notre timing, tout ça, en fait, vous pouvez vous-même vous auto-évaluer. Donc ça donne un petit cercle comme ça avec un rapport qui est derrière. Vous verrez l'adresse pour l'auto-évaluation. Si vous avez pas vous avez un graphe, vous avez un rapport, donc vous aurez que l'auto-évaluation, vous n'avez pas le 360 complet. L'auto-évaluation, c'est le très plein. Le 360 complet, c'est l'ensemble des éléments que vos évaluateurs peuvent vous donner. C'est la partie verdâtre, entre guillemets. Vous pouvez récupérer en auto-évaluation donc le rapport et le graphe. Et il y a un guide d'auto-évaluation qui est fourni avec, mais je crois que c'est la version anglaise. Donc je vous ai mis mon email en dessous si vous voulez la version française du guide. Ce sera peut-être plus simple à comprendre avec toutes les sous-dimensions qui sont là. Et juste pour conclure, en fait, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à comprendre, ce genre d'outil, ça sert à mesurer d'où je viens et c'est dans la situation et donc savoir comment je pense, comment je me comporte et comment ça impacte mon efficacité. Voilà. Et puis pour ceux qui connaissent un peu la Loue, en fait, il y a des liens entre les développements des personnes et les stades de développement des organisations, bien sûr. Donc, je vous ai mis une petite bibliographie. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de choses en français, mais il y en a un petit peu. Le premier livre, Anderson et William et Adams, c'est qui ont créé ce modèle intégré de développement de leadership. Donc, 20 ans de R&D. Et lui, il a été traduit en français. Voilà. Et c'est fini.